Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Concilier les tensions économiques, géopolitiques et climatiques. Les solutions des entreprises. Future Up. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, le rôle de l'entreprise dans la cohésion sociale. Merci de vous être connectés de bon matin. KEA, depuis plusieurs années, organise une série de webinaires dans le cadre de la COP30, Entreprendre les transformations pour une économie souhaitable est notre raison d'être, et nous amenons les dirigeants à intégrer les enjeux de transition dans la stratégie de leur entreprise. Nous avons choisi aujourd'hui ce thème de la cohésion sociale car certains sondages nous montrent que 2 Français sur 3 estiment qu'ils n'ont pas le respect qu'ils méritent dans la société. Et nous avons choisi de l'intégrer dans ce programme de la COP30 et donc de relever ce défi ce matin avec vous, d'étudier et d'explorer le rôle de l'entreprise dans l'unité et la fraternité des individus. L'entreprise a-t-elle un rôle spécifique dans ce lien de la société et au moment où d'autres acteurs comme l'État ou les pouvoirs publics sont en recul, l'entreprise prend-elle une nouvelle part? Pour explorer toutes ces questions, nous aurons le loisir et le plaisir de débattre aujourd'hui avec nos intervenants, en commençant par Caroline Gonin, qui est directrice des ressources humaines et de la RSE du groupe Transdev, groupe de transport, de services publics international en France et dans le monde, et qui a fait de l'accès à la mobilité un combat fondamental. Bienvenue et bonjour Caroline. Merci Jérôme. Avec Vincent Le Cerf également, donc, qui est directeur exécutif en charge des ressources humaines du groupe Orange. Donc, le groupe Orange, on ne le présente plus, leader international des télécoms, de l'inclusion numérique, et qui là aussi fait de l'accès aux technologies un combat également en matière d'inclusion numérique et territoriale. Bonjour. Donc, bienvenue Vincent. Merci. Et Alice Depuy-Busque, directrice chez KEA, qui est en charge de toute l'innovation autour de la transformation responsable. Je me présente moi-même, j'animerai les débats. Donc Jérôme Julia, senior partner chez KEA, en charge de la practice service. Alors nous allons explorer ce thème au travers de 3 parties. Nous aurons une première partie qui est autour de pourquoi l'entreprise s'intéresse à ce sujet. La deuxième, c'est comment s'y prend-elle? Et la troisième, c'est quelles sont les limites et dans quelle mesure l'entreprise est-elle légitime ou pas à traiter ce sujet. Alors, chers spectateurs, auditeurs connectés ce matin, vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat, vous avez l'habitude, et dans la mesure du possible, en fin de session, nous en sélectionnerons quelques-unes pour essayer d'y répondre. Alors, après cette introduction, commençons par la première partie. Donc, pourquoi l'entreprise est-elle actrice de la cohésion sociale? Alors, pour planter le décor, je vais vous soumettre une étude qui est parue récemment. C'est une étude qui paraît chaque année de l'Institut, de la Fondation Jean Jaurès, en partenariat avec Le Monde, Sciences Po et Ipsos, sur les fractures françaises. Alors, cette année, elles sont béantes. Accrochez-vous. Donc, on va commencer par les 4 D. Tout d'abord, D comme déclinisme. 90% des Français affirment que notre pays est en déclin, ce qui est un record depuis le début de ces mesures en 2014. Et parmi eux, 1/3 pensent même que ce déclin est irréversible. D comme déclassement. 36% des Français estiment que leur situation dans la société va se dégrader et plus de 2 Français sur 3 considèrent qu'ils ne reçoivent plus le respect qu'ils méritent. D comme dépossession. 63% des Français pensent qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. Je cite, 65% qu'il y a trop d'étrangers, dont une majorité estime qu'ils ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer. Je cite toujours. 75% concluent qu'en France, c'était mieux avant, qui est également un nouveau record depuis 2014. Et enfin, D comme dégagisme, 2/3 des Français déclarent que la plupart des hommes et femmes politiques sont corrompus, plus haut niveau enregistré, et les principales institutions politiques nationales sont désormais détestées. Présidence de la République, 22% de confiance, députés, 20%, partis politiques, 10%.
Donc j'ajouterai un 5e D, D comme désolé de vous infliger ça le matin. Mais il faut reconnaître que même si notre beau pays a un potentiel énorme, les lignes de fracture en France sont nombreuses. Je vais en citer quelques-unes. Fragmentation sociale, délitement du lien social, communautarisme, inégalité par rapport à l'accès à l'emploi, discrimination basée sur l'éducation, sur l'origine sociale, territoriale, ethnique, inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes, difficulté d'intégration des personnes en situation de handicap, allongement des carrières des seniors au moment des réformes des retraites et qui se heurtent à la volonté des plus jeunes de s'insérer dans le monde du travail et trouver un premier job, y compris les jeunes les plus diplômés. Fragmentation des formes de travail, post-Covid avec le télétravail, avec l'individualisation des carrières, affirmation du fait religieux dans l'espace public. On pourrait citer la montée des extrémismes et des populismes, y compris dans l'entreprise parfois, rupture entre Paris et la province, niveau de vie, accès aux services publics. On pourrait citer aussi la décomposition entre travail manuel et travail intellectuel, l'accès au logement, etc., etc. Parmi ces lignes de fracture, certaines trouvent solution, mais les institutions traditionnelles qui s'occupent de cette cohésion sociale sont défaillantes, il faut le reconnaître, dans de nombreux cas, qu'elles soient privées ou publiques. On pourrait citer la cellule familiale, le lien de voisinage, l'appartenance à une communauté, la religion, les services publics. Claude Bébéar, qui est disparu récemment, disait « Jadis, on appartenait à son village, aujourd'hui c'est l'entreprise qui forme la collectivité ». Donc ce contexte génère de plus en plus d'attentes par rapport à l'entreprise qui voit son rôle élargi, y compris sur des rôles d'intérêt général. Alors pour commencer, Alice, depuis BUSC, que disent les chercheurs et politologues sur le sujet ? Alors, je ne vais pas rendre le tableau plus rose que tu l'as déjà peint. Effectivement, on parle de fracture. Après, quand on regarde ce paysage, peut-être si on peut passer à la page suivante, on a voulu vous apporter les deux regards qui se complètent, voire s'opposent, et on va voir que l'opposition est peut-être une bonne nouvelle. L'archipel français de Jérôme Fourquet, donc écrit en 2019, mais ça ne s'est pas arrangé depuis. Jérôme Fourquet, qui est géographe et politiste, nous dit que tu nous as cité toutes ces fractures et ça nous mène à vivre dans une nation multiple et divisée, c'est le sous-titre de son livre et ça dit tout, et on est plutôt dans des îlots où chacun va vivre dans des cercles exclusifs. Donc il revient sur les raisons de fracture avec pas mal de données, effectivement la religion qui était un des ciments est en retrait. À titre d'exemple, le prénom Marie, qui était donné chez 20% des petites filles en 1900. Aujourd'hui, c'est 2% des prénoms qui sont donnés. On peut parler aussi du JT de TF1, qui était regardé par 40% des téléspectateurs français. À l'heure du replay, je nous laisse deviner les pourcentages qui peuvent se faire. Un éparpillement, et puis il pointe aussi, et tu en as parlé Jérôme, un décalage entre les élites et le reste du peuple qui est préoccupant, parce que chacun dans son archipel va avoir ses lieux de vie, ses lieux de loisirs, ses lieux de consommation, et donc ont une déconnexion, et qui peut aussi expliquer les chiffres que tu nous donnais sur les 4D au tout début. À côté, on a Sandra Ohibian. Elle apporte peut-être un petit peu d'optimisme. Elle préfère non pas parler d'archipel, mais de mosaïque. Parce qu'elle dit, en fait, on n'est pas tant des petits îlots, mais il y a une individualisation où on appartient en fait à de multiples communautés. C'est pas tant un individualisme, chacun pour soi, qu'une individualisation, chacun ses choix. Et elle pointe du coup la vigueur du débat public, qui est pour elle plutôt une bonne nouvelle. On n'est pas d'accord. Alors ces désaccords sont poussés par les réseaux sociaux, où on a tendance, ça c'est Yves Clos qui nous en parle, à plutôt pousser des réactions que du dialogue. Et c'est dommage parce qu'on va sans doute en reparler, la force du dialogue pour nourrir la cohésion. Mais Sandra Ohibian nous dit finalement on est dans une société où un débat chasse l'autre et la tolérance est plutôt en croissance. On voit que le temps faisant, les gens
gens qui étaient passionnés dans le débat sur, par exemple, le mariage homosexuel, aujourd'hui, 7 personnes sur 10, ils sont plutôt favorables. Et donc, les passions s'enchaînent, mais ne perdurent pas. Et donc, elle préfère parler de cette image de mosaïque. Un mot quand même sur les solutions qu'elle propose, parce qu'on est là pour parler des solutions. Elle appelle à, du coup, recréer des espaces de commun où on pourra chacun exprimer ses différences. Alors, ces espaces, ça vient depuis l'éducation, avec l'importance de développer plutôt des pratiques collectives, et elle en vient à l'entreprise. Et on aura sûrement des réactions sur le fait de développer plutôt des mesures de performance collective. Et alors, je vous soumets sa dernière recommandation de laisser place plutôt au compromis et à l'humilité, plutôt qu'au charisme et à l'efficacité. Je te laisse avec ça, Jérôme. Merci Alice pour ce panorama. Alors le monde de l'entreprise, on va commencer par Transdev. Donc Caroline Gonin, je rappelle, vous êtes directrice des ressources humaines et RSE du groupe Transdev. Vous avez aussi travaillé dans d'autres groupes comme Alstom, Renault-Nissan ou Valeo à l'échelle internationale. Alors pour vous, le rôle de l'entreprise dans la cohésion sociale, est-ce que c'est un fait anecdotique et connexe par rapport à l'activité de l'entreprise, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est vraiment au cœur de sa mission et de sa vocation? Alors, je pense, Jérôme, que ça dépend d'abord des entreprises et des activités de chaque entreprise. Chez Transdev, c'est clairement une responsabilité. Donc notre métier, comme vous le disiez, c'est le transport public. On transporte 12 millions de personnes chaque jour dans 19 pays avec différents modes de transport, bus, train, ferry, etc. Et notre priorité, c'est la mobilité du quotidien. En France, on évalue à peu près 25% de Français donc, qui ont dû refuser soit un emploi, soit une formation, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de transport pour se rendre sur le lieu de travail ou le lieu de formation. Et c'est à peu près 15 millions de Français qui sont en déficit de mobilité. Donc quand on parle de cohésion sociale, ça démarre aussi par ça, par des gestes simples. Donc nous, c'est clairement notre priorité chez Transdev. Et puis, en interne aussi, je pense que l'entreprise, elle a un vrai rôle à jouer. Alice, vous parliez d'archipélisation. Je pense que l'entreprise, c'est d'abord un collectif avec des objectifs communs. Normalement, il y a plus de choses qui nous rassemblent que le contraire. Et ça fait partie de nos enjeux au quotidien, de créer ces collectifs, de créer des leaderships inclusifs. On a une grande diversité dans nos équipes chez nous. Donc, être capable de faire avancer ces collectifs ensemble, c'est un point clé. Et ça permet vraiment de mettre des ponts finalement entre les silos. Merci. Donc effectivement, 15 millions de personnes en situation d'accès difficile au transport. Je pense que c'est un chiffre que chaque chef d'entreprise devrait avoir en tête. Alors Vincent Le Cerf, donc directeur exécutif en charge des ressources humaines du groupe Orange. Vous-même, vous avez travaillé dans de nombreux groupes internationaux au préalable, comme Rhodia, Norbert d'Entresangles, Valeo également et Imerys. Alors, pour les entreprises, comment elles ressentent ces fractures sociales en interne, et est-ce que le lieu de travail est un des derniers espaces de cohésion et de résolution de ces fractures? D'abord, nous, notre métier fait que, à la fois, on observe au quotidien ces fractures de toute nature, géographique, la connectivité au fin fond de la montagne n'est pas la même chose qu'effectivement chacun qui se connecte effectivement dans la métropole parisienne. Donc à la fois on observe la grande diversité des situations, la grande diversité, et en même temps on est là pour créer du lien. On est là pour connecter un certain nombre de personnes, et on a 300 millions de clients qui tous les jours échangent un SMS, s'appellent, font un WhatsApp ou vont chercher des données. Donc on voit à la fois ces grandes fractures, ces grandes diversités de situations, et aussi au niveau économique. On voit parfois des situations qui sont quand même beaucoup plus difficiles qu'ailleurs. Et c'est vrai que quand on voit la réaction des Français, on peut imaginer que le Français au fin fond de la Lozère, il imagine que
les hommes politiques qui sont dans le 6e arrondissement, ils n'ont pas la même vision du monde. Mais nous, notre sujet, il est vraiment à la fois voir cette grande diversité et créer de la cohésion et créer du lien. On pourrait y revenir, mais le paradoxe de ça, c'est qu'actuellement, on n'a jamais autant transporté de données, jamais autant mis en relation, autant exposé à des choses, et en même temps avec des outils qui aujourd'hui ne créent pas forcément de la cohésion, mais créent plutôt de l'identification et de l'archipélisation. Tous les algorithmes qu'il y a derrière ça vont plutôt vous renforcer dans vos convictions et dans votre identité propre d'archipel, plutôt que de forcément vous faire des ponts avec le reste. Et l'entreprise elle-même est un lieu qui est quand même essentiel où les gens se rencontrent. Et justement, on a, pour des raisons à la fois, je dirais, éthiques, mais des raisons aussi économiques, on a besoin de faire communauté, de travailler efficacement ensemble, avec des gens qui viennent d'horizons très divers. Orange, c'est 130 000 personnes, c'est 60 000 personnes en France. C'est la société française, dans toute sa diversité. Et tout le sujet, c'est justement de se dire que ce ne sont pas une addition de personnes qui viennent avec leur propre histoire et leur propre identité spécifique, mais qui travaillent ensemble et qui ont effectivement des modes un vocabulaire commun, un réflexe commun, une volonté de faire communauté. Je vais donner une illustration. Chez nous, on a des gens qui étaient fonctionnaires, qui sont fonctionnaires, et des gens qui sont de droit privé. Et souvent, on me demande comment vous faites pour les faire travailler ensemble. Et au quotidien, on ne sait pas, nous, si telle personne est fonctionnaire ou pas fonctionnaire. Elle a un cadre juridique, des réflexes, peut-être un cadre culturel différent au départ. Mais à la fin, ce sont des membres d'une même équipe qui travaillent ensemble pour effectivement servir au mieux les clients. Très bien. Et une question pour vous deux, et peut-être Vincent pour commencer. En 2025, quels sont les signaux d'alerte? Quelles sont les principales fractures qui vous ont interpellé et qui rendent ce sujet encore plus d'actualité selon vous? Alors, elles sont nombreux. Ça peut être d'abord, je disais, cette fracture numérique qu'on voit de manière très nette. Et les enquêtes que l'on mène montrent que l'IA va plutôt renforcer la polarisation, plutôt que créer du lien naturellement. C'est-à-dire que des gens qui sont dans le jeu vont y être encore plus, et ceux qui vont être, pour qui c'est déjà compliqué d'entrer dedans, ça risque de encore se retrouver un peu plus éloigné. Donc ça peut être ces éléments-là, ça peut être des éléments aussi d'identité, ça peut être aussi des éléments de cohésion, je dirais, de respect du cadre commun. Si on sait que si la grande délinquance a tendance à diminuer, on sait que la petite délinquance, y compris les incivilités qu'on voit dans les boutiques, peut augmenter. Ça, c'est des signaux très concrets que les gens dans les boutiques peuvent vivre. Dans l'entreprise également, les incivilités? Aujourd'hui, je n'ai pas de mesure de ça. Aujourd'hui, parce que des incivilités dans l'entreprise, d'abord, on y est extraordinairement vigilant. On a un cadre de référence. Et je pense que justement, la force de l'entreprise, c'est de pouvoir donner ce cadre ce cadre commun. Sur les sujets, par exemple, d'inclusion et de refus de la discrimination, de propos sexistes, de propos agressifs, de harcèlement, etc., si l'entreprise ne tolère pas ça, c'est aussi clairement faire acte pour la cohésion, pour la collectivité. Et donc je pense qu'en ça, l'entreprise, elle peut avoir un rôle particulier parce qu'elle peut porter ce cadre-là. Et on y porte une attention toute particulière. D'accord. Caroline, même question. Qu'est-ce qui vous marque en 2025 et qui renforce peut-être vos engagements passés? Je dirais le premier point, le point essentiel pour nous, c'est tout ce qui concerne les incivilités et l'insécurité dans les transports publics. C'est vraiment un sujet important chez nous. Il y avait une étude IFOP qui a été faite là, cette année au premier trimestre qui disait, je crois que c'était 75% des Français qui ressentaient une augmentation des problèmes d'incivilité et d'insécurité dans le domaine public de manière générale. Donc ça, c'est clairement quelque chose auquel on doit faire face de plus en plus. Ça s'est énormément développé et donc nos conducteurs, nos contrôleurs sont exposés à ça tous les jours.
Donc on les accompagne, il y a un gros travail fait avec les forces de l'ordre, il y a tout un système de caméras, il y a des systèmes de formation, etc. Mais pour moi, c'est un vrai point de vigilance. Alors, en interne aussi, bien sûr, le sujet de l'intelligence artificielle, hein, je pense que ça fait vraiment partie de la responsabilité des entreprises. Je dirais, de former nos salariés pour éviter des fractures entre salariés, entre ceux qui pourront utiliser cet outil, auront accès, etc., et puis les autres qui resteront sur le côté. Et puis aussi, moi je suis aussi extrêmement vigilante à l'utilisation de l'IA et aux conséquences que ça peut avoir, notamment par rapport aux jeunes. Je pense que c'est un sujet un peu d'éthique pour l'entreprise. On a des postes sur lesquels on recrute des jeunes, finalement sur lesquels on les fait grandir. Si on supprime ces postes et qu'on remplace tout par de l'IA, pour le coup, c'est vraiment un sujet de cohésion, enfin un problème de cohésion sociale pour moi. Oui, c'est quelque chose que vous observez, en fait, une forme de concurrence qui s'installe entre le robot, l'intelligence artificielle et les postes pour les juniors ou les stagiaires. C'est quelque chose qui peut vraiment s'installer. Alors, il faut faire attention aux effets loupe un peu des médias. Mais c'est vrai que moi, je suis marraine d'une promotion là, de jeunes RH en formation, et c'est vraiment une de leurs inquiétudes. Donc c'est vraiment présent. Donc je pense que c'est vraiment le rôle des entreprises de travailler à ça. C'est vraiment une responsabilité pour moi. Très bien, merci pour cette première partie qui nous amène à la deuxième sur le comment les entreprises s'y prennent. Alors les champs d'action sont très variés et on peut considérer que la cohésion sociale est aussi une résultante de l'ensemble de ces actions. Donc une résultante un peu comme on crée de la confiance ou on crée une réputation. Alors, pour commencer cette deuxième partie, un petit retour aux sources de la sociologie, n'est-ce pas, Alice ? Tout à fait. Avec David-Émile Durkheim. C'est ça. Mais avant de vous en parler, je vous propose cette petite expérience de pensée. 3 questions, vous choisissez A ou B, vous pouvez le faire chez vous aussi. Donc, dans votre organisation, vous diriez que la cohésion repose plutôt sur A, le fait de partager des mêmes valeurs, une même culture, une même histoire, ou B, la complémentarité de nos rôles, de nos expertises et de nos compétences. Je vous laisse à distance aussi choisir. Deuxième question, les conflits internes, comment sont-ils résolus ? A, plutôt par un rappel aux normes, aux règles, vous nous parliez, Vincent, de l'entreprise et de la protection qu'elle peut donner de ce point de vue-là. B, plutôt par la discussion, la négociation et puis de l'ajustement au cas par cas. C'est peut-être pas facile de choisir. Troisième question, lorsque l'environnement change, l'organisation, réponse A, elle défend son identité et elle va chercher à préserver ce qui fait son unité. Réponse B, elle ajuste rapidement ses structures, ses rôles et ses interactions pour s'adapter à ces évolutions. Voilà, vous avez, je suis sûre, réussi à vous positionner. C'était peut-être pas si facile, vous aviez peut-être envie de répondre A ou B, ça dépend. Les deux, souvent, les deux. Et puis, peut-être que parfois, il y a quand même une tendance qui se dessine. Ce qu'on vient de parcourir là, Jérôme, c'est la notion donc de Durkheim des 2 types de cohésion et qu'on trouve assez éclairante pour l'entreprise. Alors, Durkheim les place dans un schéma chronologique. La première des cohésions, c'est la cohésion mécaniste qui est fondée sur le fait que, donc, plutôt dans les sociétés premières, hein, on se retrouve, on se ressemble et donc on a des mythes communs, on a une histoire, des valeurs qui sont les nôtres. Et puis, deuxième type de cohésion, la cohésion organique, qui vient plutôt après, est basée, donc, avec le travail aussi, sur la division de nos rôles et la complémentarité. Je consens à ne faire que la même chose parce que je sais que j'ai besoin de l'autre je sais que j'ai besoin de toi, Jérôme, pour qu'on arrive à faire quelque chose de plus grand que si on était tout seul. Et j'en ai conscience. Ça nous paraissait éclairant parce que l'entreprise est sans doute un lieu, alors éminemment de complémentarité en premier lieu, mais aussi une micro-société et finalement le rappel à la norme et peut-être la recherche de cette identité et même des valeurs communes, elle peut être travaillée dans l'organisation. Alors Vincent, si on regarde cette solidarité organique chère à Durkheim,
Les attentes par rapport à l'entreprise sont très larges, très variables. Ça va de la rémunération à donner du sens, à garantir une employabilité, équité. Dans quelle mesure elle arrive effectivement à réduire des inégalités et peut-être effectivement avec des illustrations dans le cas du groupe Orange. Alors, on a effectivement à travailler les deux dimensions. C'est-à-dire que, et quand on est une assez grosse société, on fait société. Et donc, on doit fournir ce cadre. Et c'est pas la même chose, effectivement, quand si l'artisan boucher avec boucher ou boulanger avec son apprenti, il n'a pas forcément à fixer des règles de la même manière que quand on est une grosse société. Nous, on peut le faire, et en même temps, le deuxième sujet aussi, de la dimension organique, est aussi importante. Effectivement, la complémentarité est aussi importante. Et on peut le faire, d'abord en fixant un cadre, effectivement, et on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on partage en commun, finalement, quels sont les éléments non négociables qui font partie de notre maison, et quel est l'espace de liberté, ou en tout cas d'adaptation, d'autonomie qu'on va trouver dans chacune des parties. Et ça va se trouver aussi dans des règles, par exemple sur les aspects de rémunération. Et on n'est pas pour faire égalité, mais au moins pour faire équité. Et ça, c'est un point qui est fondamental pour moi. D'une certaine manière, l'entreprise, elle offre un espace où on va plus valoriser finalement la contribution de chacun. On ne va pas faire de l'égalité, mais on va plutôt regarder la contribution au travail commun, avec des règles du jeu qui vont faire que tout le monde ne sera pas payé la même chose, certes, parce qu'effectivement il y aura des rôles, des responsabilités différentes, mais que les règles seront connues et partagées, et claires. Donc en ça, l'entreprise, elle peut beaucoup mieux donner un élément de réponse sur quelles sont nos règles communes, comment est-ce qu'on travaille en commun, et on demande moins à la personne de où parles-tu, ou quelle est ton identité propre, mais plutôt qu'est-ce que tu apportes. Et en ça, pour moi, l'entreprise est une sorte d'espace un peu préservé par rapport à ces sommes d'archipel où chacun est plus identifié, tagué comme venant de ça, ayant telle origine, croyance. Mais en revanche, on va moins insister là-dessus, même on va, je ne vais pas dire le gommer, mais en tout cas, on va pas en vouloir en faire un marqueur différenciant, mais au contraire, on va dire, qu'est-ce que tu apportes ? Donc l'entreprise, pour ça, elle peut, au travers de ses politiques de recrutement, de mobilité, de rémunération, de formation, permettre à chacun de s'exprimer en disant, et pour que chacun puisse vraiment progresser au mieux, non pas en fonction de là où il vient, mais en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il apporte aujourd'hui à l'entreprise. En préparant cette conférence, vous insistiez beaucoup sur toutes les actions menées par Orange dans le but de favoriser l'employabilité des salariés. Nous, on a un sujet très particulier qui est, on a des gens qui sont très attachés à l'entreprise, qui ont une forte ancienneté, et face à ça, on opère dans un univers qui bouge extraordinairement vite. On a tous vu les 2G, 3G, 4G, 5G, peut-être bientôt 6. Tous les ans, on consomme davantage de data. Nos usages n'arrêtent pas de changer. Ce que vous faites avec votre téléphone, réfléchissez à ce que vous faisiez il y a 5 ans et ce que vous faites maintenant, vous allez voir que tout a changé encore. Vous avez fait énormément de choses. Et donc, peut-être mon premier sujet en tant que DRH du groupe, c'est de me dire comment est-ce que je permets à chacun de faire évoluer en permanence ses compétences par rapport à ces besoins-là. Et donc, ça va être des programmes de formation massifs pour que les gens évoluent. On a de l'ordre de 600 personnes qui, tous les ans, changent complètement de métier et qu'on accompagne en formation. Il y a de la formation de manière très large par rapport à ça pour permettre à chacun d'entrer dans cet univers mouvant. On parlait aussi de l'IA. Sur l'IA, nous, on a formé près de 60 000 personnes à l'IA, justement pour qu'ils puissent s'approprier et faire que ce ne soit pas un motif de fracture, mais au contraire un facteur de cohésion. On utilise des outils communs et on progresse collectivement. Et j'avais compris que cybersécurité et éthique des affaires étaient au programme de l'année 2025 pour beaucoup des... Oui, parce que là, c'est un socle commun. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, on est dans l'option 1, qui est là, éthique des affaires, il y a des règles du jeu. Et donc,
ces règles du jeu font que on doit, qu'on soit vendeur en boutique ou au téléphone vis-à-vis de son client, ou en intervention sur le terrain, ou acheteur, on respecte les règles éthiques des affaires, donc on est informé. Cybersécurité, parce que aussi, il faut protéger la maison, mais aussi savoir quel discours tenir vis-à-vis de ses clients. La cyber, c'est un enjeu massif qui n'arrête pas de se développer. On parle de l'IA là aussi, et désormais l'IA vient nourrir les attaques cyber de manière massive, et on est obligé de répondre de manière très différente. Et à partir de là, ça nous impose effectivement d'embarquer tout le monde autour de ces enjeux et ces outils. Alors, Orange, c'est aussi un peu le miracle du many in one. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet de la cohésion sociale ne se pose pas de la même manière en France. On en a parlé ce matin au Sénégal, en Roumanie, en Espagne ou dans d'autres géographies. Comment à la fois répondre à tous ces enjeux nationaux tout en gardant la puissance de l'unité du groupe? Je pense qu'il y a un travail de fond à se dire finalement qu'est-ce qui fait maison commune. Exemple simple, dit la marque s'appelle Orange, elle ne va pas s'appeler bleu ou vert ou gris et le logo sera carré, il ne sera pas rond. C'est aussi simple que ça, mais ça c'est un élément qui est commun. On a travaillé sur les valeurs, mais en revanche, comment est-ce qu'on l'adapte au quotidien? Comment est-ce qu'on ajuste ces éléments, par exemple sur la formation, sur la promotion? Là, on laisse beaucoup de marge de manœuvre, d'adaptation au contexte business. C'est vrai qu'on ne fait pas du business de la même manière au Sénégal, en Roumanie, en Pologne ou en France. Alors, Caroline, donc, comment, de votre côté, vous pouvez décrire ce que Transdev met en œuvre pour la cohésion sociale, territoriale? Et aussi, même question que pour Vincent, historiquement un groupe extrêmement décentralisé. Donc, comment garantir cette cohérence du collectif tout en répondant aux besoins très précis des clientèles locales et des contextes locaux? Oui, alors Transdev, donc c'est une société de services. Vous disiez, Jérôme, j'avais travaillé dans l'industrie, notamment chez Valeo, etc. Quand on travaille dans l'industrie, je pense notamment aux équipementiers automobiles, on doit servir des clients qui sont globaux, mondiaux, avec les mêmes niveaux de qualité partout. Et donc ça crée des entreprises finalement qui sont très processées, très structurées. Dans le monde du service, l'activité, elle est par définition locale. Le client, il est local. Les passagers sont par définition locaux. Et du coup, ça crée des entreprises nettement plus décentralisées. Donc effectivement, tout le sujet, il est de faire entreprise ensemble tout en gardant cette liberté d'action. Mais je pense, comme pour Orange. Donc chez nous, c'est à la fois, et on retrouve les réponses A et B, c'est à la fois une culture commune, donc une culture d'entreprise, une raison d'être commune, une vision, des valeurs donc, que l'on partage dans nos différents pays, et puis un certain nombre de règles et de processus et de manières de travailler communes. Et ça, finalement, ça nous rapproche. Voilà, donc c'est notre manière de répondre. Un point important dans nos manières de travailler, on travaille aussi beaucoup par co-construction. C'est-à-dire avec des représentants de différents pays ou de différentes régions, et on co-construit ensemble. Et ça, c'est vrai que ça nous permet d'être à la fois global et à la fois également local. Donc voilà, dans nos manières de travailler. D'accord. Le groupe Transdev, et c'est peut-être méconnu du grand public, est un groupe éminemment international, d'origine française maintenant avec un actionnaire majoritaire allemand. Vous êtes très exposé en Amérique, en Amérique du Nord par exemple. Et alors j'avais une question un peu spécifique sur ce qu'on pourrait appeler une forme de politisation ou une intrusion ou une incursion du fait politique dans l'entreprise. Alors, dans l'ère du temps, il y a le trumpisme triomphant qui, en tout cas auprès d'une certaine partie des opinions publiques, et qui une forme de polarisation, peut-être de radicalisation de position. Qu'est-ce que vous avez constaté chez Transdev? Quels sont les impacts? Peut-être plus largement, quels sont les impacts pour de grands groupes français? Et comment y faire face, y répondre, contourner l'obstacle?
Alors, oui, en fait, donc, Transdev, c'est un peu plus de 100 000 personnes dans le monde. On a 30 000 personnes aux États-Unis, donc c'est vraiment un pays important pour nous. Et ce que j'ai constaté, hein, donc notamment très présent aux États-Unis, mais on le sent aussi dans d'autres pays, c'est que c'est devenu vraiment très difficile d'aborder des sujets, on va dire, politiques, économiques, sociologiques, ce qui n'était pas du tout. Auparavant, on abordait ces sujets-là très, très facilement. Aujourd'hui, on voit que dans les équipes, parce que les choses sont très polarisées dans les équipes, c'est difficile d'aborder ces sujets-là. Les discussions sont beaucoup plus compliquées, alors qu'avant, ça fonctionnait très bien. Donc finalement, maintenant, quand on aborde des sujets comme ça, soit on le fait avec une petite équipe où on sait que globalement, les gens sont tous du même avis, soit on ne le fait pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit très fortement aux États-Unis, mais on peut le ressentir aussi dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Là, il y a les élections au Chili, par exemple, en ce moment, ou dans d'autres pays en Europe également. Voilà. Donc ça, effectivement, on sent que à la fois ces sujets d'extrémisme, et puis on le sent aussi sur des sujets de communautarisme, ça rend les discussions, en tout cas les échanges, plus compliqués qu'ils ne l'étaient. Et qu'apporte du coup l'entreprise? Est-ce que c'est un lieu qui est plus favorable, qui crée des règles, des conventions explicites ou implicites qui favorisent finalement ce dialogue, peut-être plus qu'à l'extérieur de l'entreprise? Alors, sur ces sujets, on va dire, sur le sujet purement politique, c'est un sujet qu'on va adresser de manière, on va dire, plus légère qu'on ne le faisait avant. En revanche, nous, on tient à pouvoir échanger sur l'ensemble des autres sujets, que ce soit économique, sociologique, etc. Donc, on le fait, on a des espaces pour ça, hein. On a des rencontres, en fait, notamment à la fois au niveau global pour nos top exécutifs et au niveau local pour les équipes de managers. Voilà, donc on crée les espaces avec parfois des gens qui peuvent aider à la discussion pour aborder des sujets qui peuvent être plus difficiles. Donc les sujets de facilitation, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé effectivement dans le groupe. Également pour faire travailler des nationalités différentes. Aujourd'hui, on le voit cette semaine, une résurgence de tensions entre la Chine et le Japon. Donc vous avez beaucoup travaillé en Asie. Donc, finalement, je dirais, est-ce que l'entreprise, c'est, en tout cas la grande entreprise, avec les moyens qu'elle déploie, l'expérience qu'elle a, c'est un lieu pour, sans caricaturer, faire travailler les Chinois et les Japonais, et par extension d'autres nationalités ensemble? Oui, moi, ça m'a toujours frappé de voir des pays qui, parfois, je ne vais pas dire se déchiraient, mais en tout cas n'étaient vraiment pas alignés, et les équipes se retrouvant totalement dans l'entreprise. Mais parce que l'entreprise, c'est une société en soi, avec des objectifs communs que ne vont pas partager des pays. Donc des objectifs communs, une culture commune, des règles communes, des manières de fonctionner, et ça finalement ça aide les gens à se mettre en dynamique et avancer. Et il y a un autre point qui est pour moi extrêmement important, c'est le fait de se connaître, de connaître les gens. C'est beaucoup plus difficile de haïr quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc l'entreprise, elle permet ça aussi, elle permet aux gens de se connaître et finalement, le japonais, il peut avoir une image du chinois qui va complètement voler en éclats quand il va se retrouver en réunion. Se connaître, c'est important. En revanche, ce qui est aussi important, et ça fait partie de nos responsabilités à nous, de former aussi nos salariés qui sont exposés sur les sujets d'interculturel. Parce que ce n'est pas quelque chose de complètement inné, et c'est aussi une responsabilité de l'entreprise de former à ça. Vincent, sur l'interculturel, est-ce que c'est une dimension que vous travaillez aussi spécifiquement au sein du groupe Orange? Ah oui, alors on le fait parce qu'effectivement on est présent dans 26 pays et donc il y a forcément des grandes diversités culturelles. Mais je rejoins ce que dit Caroline, c'est-à-dire que on est quand même dans un lieu. On ne parle pas de politique en tant que telle, et j'ai eu beaucoup de retours, effectivement, de tensions aux USA, mais c'est pas le lieu. On représente la France d'une certaine manière, et donc on va avoir toute la diversité. Mais on ne va pas favoriser
Le débat politique, il y aura du dialogue social, c'est autre chose, mais par rapport aux enjeux d'entreprises globaux. Là où ça s'est fait un peu télescoper récemment, c'est quand vous prenez des politiques, notamment en matière de diversité, avec des engagements, et que vous avez pu recevoir à tel ou tel moment les executive orders vous disant vous ne signerez pas de contrat, on vous signera plus de contrat si. Bon, la réalité, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça du tout, hein, mais il y a eu du déclaratif et la pratique concrète. Mais certains, dès lors, le choix des entreprises qui avaient des politiques, qui venaient se télescoper avec des injonctions, là pour le coup purement politiques, a pu être un peu varié. Nous, c'était juste de la manière, on est resté fidèle à nos convictions. Il faut dire aussi qu'on est peu présent aux USA, hein, pour être très concret. Donc, et en a réaffirmant nos objectifs, nos ambitions par rapport à ça. Mais je crois encore une fois que l'entreprise, ça peut être le lieu de la cohésion sociale. Je me souviens, dans une vie précédente, voir des Ukrainiens et des Russes bien travailler ensemble. Alors, c'était pas au moment de la guerre, mais c'était déjà, il y avait Maïdan, c'était déjà tendu. Et ça se passait bien sur le terrain. Donc effectivement, favoriser le dialogue, être centré autour d'un objectif commun, former autour de l'interculturel, me peuvent aider. Et effectivement, sans doute, on demande aux gens de ne pas faire du lieu de l'entreprise des lieux d'expression politique. On n'acceptera pas ça de cette manière. Très bien, donc on voit beaucoup de champs d'action des entreprises sur la cohésion sociale. On en vient à notre troisième partie, sur jusqu'où ne pas aller trop loin, quelles sont les limites de cette action, de cette légitimité. L'enfer est pavé de bonnes intentions et je dirais peut-être que le social washing n'est pas loin. Donc là aussi, peut-être Alice, pour commencer cette partie, un petit détour vers l'ethnologie et l'anthropologie, par exemple. Il manquait cette science. On vous présente une citation qui est un peu longue, mais elle vaut le coup parce que notamment elle nous appelle à l'humilité quand on est aux prises, notamment les grandes entreprises. Donc on l'a dit ensemble, on a mis dans la tête des gens que la société relevait de la pensée abstraite alors qu'elle était faite d'habitudes, d'usages, et qu'en broyant ceci, il n'y va pas de main morte, sous les meules de la raison, on réduit les individus à l'état d'atomes interchangeables et anonymes. Et il nous rappelle que la liberté véritable ne peut avoir qu'un contenu concret. Voilà, elle est faite d'équilibre entre des petites appartenances, des micros, on est sur des cellules, solidarité, ce contre quoi les idées théoriques qu'on proclame rationnelles s'acharnent. Je trouvais que c'était sain de nous rappeler que on peut piloter dans les grands groupes et donner ces cadres et ces valeurs communes. Et en même temps, n'oublions pas que beaucoup de choses se passent, comme dirait le sociologue le systémicien Olivier Millet, dans la banalité du quotidien, dans des cercles de gens qui se connaissent vraiment, qui se sont rencontrés et qui travaillent ensemble. Et que c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'il faut les regarder de plus près. Donc, travailler le quotidien. Bon, Caroline, donc, quelles sont les limites parliez de la raison d'être de l'entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas la même vocation. Qu'est-ce qui fait jusqu'où tracer la frontière? Quel objectif se donner quand on voit cette extension du domaine de la lutte, si je puis dire? Vous avez cité beaucoup d'exemples aussi sur, je crois, côté Orange, avec, je crois, un partenariat avec AXA sur la prévention des violences conjugales. Donc on voit bien que l'entreprise va de plus en plus loin et c'est sans doute heureux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de moralisation de l'entreprise? Moi, je pense qu'une entreprise, c'est quand même ni une ONG, ni une association, et qu'une entreprise qui ne fait pas de profit, elle ne dure pas très longtemps, quoi. Ça fait partie du business model. Moi, je pense qu'il est important qu'il y ait une cohérence entre l'activité de la raison d'être de l'entreprise, son activité, etc., et les actions qu'elle peut avoir en termes de cohésion sociale. Par exemple, chez Transdev, on recrute 30 000 personnes par an. On ne recrute pas 30 000 personnes par an pour faire de la cohésion sociale. Voilà, on recrute 30 000 personnes par an parce qu'on a besoin de ces gens et qu'on a des vrais métiers à proposer, etc. Donc voilà, donc pour moi, il y a vraiment un sujet de cohérence qui est fondamental. Et puis après, il y a un deuxième sujet qui est finalement la volonté.
qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui fait sens à l'action. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième sujet essentiel. Donc, entre cohérence et volonté, après, l'entreprise, je dirais, elle trouve son chemin. Donc, même question, Vincent, quelles sont les limites et peut-être aussi quelles sont les conditions de succès d'un engagement pour la cohésion sociale authentique ? Est-ce que ça passe par une incarnation du dirigeant ? Est-ce que ça passe par un travail de communication ? Est-ce qu'il faut une continuité dans le temps et dans l'espace, en faire toujours un peu partout, quotidiennement, par petits pas ? Est-ce qu'il faut être avant-gardiste et particulièrement novateur ? Voilà, quelle est la bonne recette pour être efficace et authentique dans ce domaine ? Il y a une bonne recette, mais en tout cas, il y a d'abord, ce que dit Caroline, une grande cohérence, on va dire, entre ce que notre objet social et là où on peut intervenir. Il y a une forte perméabilité dans nos activités, que ce soit Transdev ou Orange, entre ce que nous faisons et la vie des personnes au quotidien. Donc nous, on fait souvent des actions sociétales très proches du numérique. Très concrètement, on fait des ateliers de formation pour les personnes âgées, pour des gens qui ont moins accès au numérique, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Donc on les forme. On intervient dans les écoles assez souvent parce que il y a un intérêt pour avoir davantage de jeunes femmes qui s'intéressent au métier de la technologie. Et ça ne se décide pas au moment où elles vont choisir un job. Ça se décide bien plus tôt. Donc on va intervenir dans les écoles. On fera énormément d'actions autour de l'insertion au travers de l'alternance. Et c'est très bien pour la société, mais c'est bien aussi parce que c'est pour nous un vivier de recrutement. Donc il y a vraiment un sujet de cohérence sociétale. On travaille beaucoup actuellement sur ce qu'on appelle une activité qu'on appelle For Good Connections, qui est autour du bon usage des outils numériques. On voit bien les enjeux que ça représente pour la jeunesse, de savoir utiliser un téléphone pour des bons usages et ne pas se laisser prendre là où ça pourrait les emmener sur des terres regrettables. Donc, il y a là, effectivement, c'est dans cette interface entre ce qui est l'objet de la société, ce qu'est l'entreprise, mais aussi l'univers dans lequel elle opère, c'est là où, effectivement, ça fait du sens et c'est là où on met nos priorités. Donc, les conditions, c'est apporter des preuves. Alors, les conditions, par ailleurs, il faut se méfier des éléments de com pur parce qu'on sait très bien que ça fait pchit. Donc, il faut qu'il y ait de la cohérence, l'exemplarité, et les éléments de preuve, c'est absolument essentiel. On a effectivement, ça fait 10 ans qu'on est sur des sujets, par exemple, ce qu'on vient de re-signer autour de la prévention contre les violences conjugales, mais ça veut dire que très concrètement, on a des gens on donne des jours pour des personnes qui pourraient être en situation d'agression dans le domaine privé. On a des assistantes sociales qui peuvent aider. Parfois, on a même relogé des gens dans cette situation-là. L'élément de preuve est essentiel. Je veux dire, le discours pur, déconnecté de la réalité, ça ne tient pas longtemps. Je rebondis sur ce que dit Vincent. Je pense que l'élément de preuve est essentiel et aussi la durée. Parce que, voilà, papillonner d'un sujet à un autre, parce qu'à un moment, il y a une opportunité, ou, voilà, ça fait pas tellement sens. Et ça fait pas sens en interne aussi, parce qu'il faut que les choses résonnent en interne. Et si on veut que les salariés aussi s'inscrivent dans ces actions-là, voilà, il faut que ça dure aussi. Il faut donner un peu de temps. Et il faut du temps pour avoir des preuves. Oui, exactement. J'ai le sentiment que vous avez une chance que vous partagez, que les deux dirigeants des groupes dans lesquels vous travaillez sont assez naturellement engagés sur ces sujets. Vous n'avez pas trop à faire de la pédagogie en interne et les comités de direction auxquels vous participez, que vous animez parfois, sont engagés sur ces sujets, je crois. Oui, c'est vrai que chez nous, le comité de direction est complètement engagé là-dessus. Et nous aussi, et c'est porté au plus haut de l'entreprise, c'est traduit aussi un certain nombre d'objectifs, même pour l'ensemble des dirigeants. Alors, deux grands groupes internationaux. Dans notre auditoire ce matin, il y a certainement des personnes qui appartiennent aussi à ce type de grandes structures. Mais il faut reconnaître que le tissu économique français est composé également de petites entreprises ou de TI. Et la réalité du rôle dans la cohésion sociale est sans doute
différents, ne serait-ce que par une différence de moyens, de temps de cerveau disponible. Et pourtant, il y a un paradoxe, puisque vous dites que ça se joue localement. On a vu que ça se jouait dans le quotidien, dans les petites actions, donc avec un rôle sans doute très fort de la petite entreprise et sans doute moins de moyens. Qu'est-ce que vous voudriez dire comme message peut-être plus spécifique pour des patrons de PME sur le sujet de la cohésion sociale ? De mon côté, c'est peut-être redire ce qu'on a dit. Je pense que dans une PME, dans une petite entreprise, on ne va pas avoir besoin de dispositifs compliqués comme on peut avoir dans nos entreprises, parce que voilà, la taille, l'aspect international fait qu'on a besoin de cette structure. Ce n'est pas le cas dans une PME. En revanche, on est très proche du terrain. Donc, on peut, je pense, facilement trouver de la cohérence avec son action, mais le point important, il est d'être proche de ce terrain, c'est-à-dire de connaître, de connaître les entreprises autour, de connaître éventuellement des associations, de connaître vraiment un peu intimement le milieu qui nous entoure. Ça me paraît un point important. Et puis après, c'est quand même la cohérence avec son activité, parce que voilà, tout ce qu'on a dit, on ne va pas répéter. Et puis 3, après, c'est la volonté. La volonté, l'envie de faire quelque chose. Et puis, je pense peut-être permettre aussi à l'entreprise, parce que tout n'est pas obligé de venir du patron, les choses peuvent aussi peuvent émerger du corps social de l'entreprise. Donc s'il y a quelques personnes qui sont motivées à faire des choses, c'est aussi permettre ça, en fait. Ça me semble important, d'autoriser ça. La réalité, effectivement, ça se joue beaucoup sur le terrain, dans les toutes petites entreprises. Et un des éléments clés, s'il y a peut-être un des éléments marquants, c'est effectivement d'accueillir chacun pour ce qu'il est et pas pour d'où il vient. Et ça se traduit dans les critères de sélection pour l'apprentissage, dans le recrutement. Je pense que si quelqu'un qui vient d'un environnement différent, d'un cadre différent, peut être accueilli plus facilement par une TPE et qu'il ne soit pas barré à l'entrée, je fais notamment référence à, puisqu'on vous parliez de Claude Bébéar, un des éléments marquants qu'il avait lancé, c'était le CV anonyme. Ça n'a pas forcément fait florès, mais ça a fait passer un message qui est effectivement, regardons chacun pour ses compétences, pour ce qu'il peut apporter. Je pense que si cet élément-là, il se joue au niveau des TPE, et je sais que c'est très souvent le cas, c'est ce qui pourra redonner plus de cohésion sociale. Après, je pense qu'il y a un point de vigilance, c'est le temps, parce que souvent le temps peut manquer, notamment sur des patrons de PME, etc. Donc le sujet du temps, il est quand même important. On va passer aux questions du public. Donc j'ai une première question sur, sans surprise, l'intelligence artificielle. Donc si on se projette à 3-5 ans, et compte tenu de l'évolution extraordinaire des compétences et du développement et l'utilisation de l'IA, comment voyez-vous l'évolution de la cohésion sociale et la façon dont elle sera impactée au-delà des valeurs, de l'exemplarité, notamment sur la capacité à engager les collaborateurs ? Je prends la question parce que c'est un sujet qui est au cœur de notre activité. L'IA pour Orange, c'est 600 brevets, 2000 personnes qui bossent dessus. Ça fait 30 ans qu'on en fait. Et on voit aussi les disruptions qu'apportent les outils d'intelligence artificielle générative. C'est un enjeu absolument critique. Et ce qui se joue maintenant, c'est à quel point on peut faire avec les personnes, pour les personnes, plutôt que contre les personnes. On a fait une étude approfondie qui a pris 8 mois avec l'université sur la réaction de chacun sur l'IA. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez un peu comme beaucoup d'autres domaines, 40% des gens qui disent « ce truc va faire bouger des choses, mais je vais être le perdant du système ». Quand vous en avez 60% qui disent « je joue un peu dedans, beaucoup dedans, complètement dedans ». Et tout l'enjeu, c'est d'embarquer l'ensemble des personnes pour qu'ils puissent s'approprier, comprendre, apprivoiser et effectivement faire que leurs activités qui avant étaient des activités qui étaient sans IA vont devenir des activités avec IA. Et c'est vrai pour un conseiller commercial, c'est vrai pour un technicien de maintenance, c'est vrai pour un contrôleur de gestion, c'est vrai pour tous les métiers. C'est vraiment maintenant que ça se joue, c'est au travers de comment je favorise l'apprentissage, l'appropriation,
parce que ces éléments-là sont des éléments qui vont profondément disrupter. À la question, c'est quel impact sur l'emploi? Pour l'instant, on sait qu'on a des impacts sur l'activité, mais ça génère aussi beaucoup d'autres activités. Les analyses sur l'impact sur l'emploi, pour l'instant, rien n'est conclusif, que ce soit le MIT, que ce soit Stanford, qui vous voulez. Il y a tellement de tendances qui vont dans tous les sens. Mais en revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que les métiers sans IA vont être remplacés par des métiers avec IA. Et donc, tout notre enjeu, c'est de justement faire cohésion et de s'assurer que tout le monde comprenne, accepte, apprécie ces outils qui les aideront au quotidien. Et ça se joue, et si on ne le fait pas maintenant, on va se trouver avec une frange de population qui va être aujourd'hui, qui va se sentir comme les parents du système. Ce qu'on voit aujourd'hui au quotidien, c'est des jeunes ingénieurs qui ont le sentiment qu'ils ne trouveront pas du job, ou des personnes plus âgées, peu qualifiées, qui se disent « je vais être remplacé par une machine ». Il faut qu'on réussisse à embarquer l'ensemble des personnes autour de ça. Caroline, quelque chose à ajouter? Non, très bien. J'ai aussi une question sur les communs. Est-ce que travailler sur des communs inter-entreprises est une voie intéressante et aussi favorable à une forme de cohésion ou de... je ne sais pas si je dois illustrer, il y a eu des prêts personnels, par exemple, entre entreprises. Enfin, les communs, ça va au-delà de ça, naturellement. Est-ce que cette question vous inspire? Alors nous, on le fait déjà. On le fait soit localement, avec des entreprises géographiquement on se recentre au niveau d'un même territoire géographique. Donc là, on a des actions de mentoring, par exemple, inter-entreprises, sur lesquelles on a plutôt des bons retours. On a parfois des actions, on a des personnes qui peuvent aller travailler effectivement pour apporter une expertise particulière, et les gens reviennent plutôt très riches de quelque chose de nouveau. Et on le fait aussi à l'international, entre différentes entreprises et entre différents pays. Voilà. Donc, mais je dirais que ce n'est pas quelque chose qui transforme, enfin, le regard que j'ai, c'est que ce n'est pas quelque chose qui transforme, mais en tout cas, voilà, ça participe à se connaître et à créer du lien. Je vois pas un impact en termes de transformation. En tout cas, dans les expériences qu'on a eues, nous. Alors, ce qu'on a dit sur les PME, TPE génère une question. Est-ce que les grands groupes doivent aussi travailler avec les PME, TPE sur ce sujet pour les accompagner? On peut partager nos expériences de manière manifeste. Il y a quand même pas mal de forums d'entreprises qui peuvent partager. Après, tout n'est pas duplicable. On ne va pas, effectivement, des solutions qui sont adaptées pour un grand nombre de personnes ne vont pas forcément être idoines pour des petites structures, mais nous, on échange. D'abord, on travaille avec les TPE qui viennent aussi faire de l'intervention, qui viennent aussi font partie de nos autres fournisseurs. Donc, on est en lien avec toutes ces sociétés-là. Après, partager notre expérience, on le fait souvent avec plaisir. Tout n'est pas directement duplicable. On arrive progressivement au terme de ce webinaire. Donc, je voulais tenter une synthèse donc, sur le fait que dans cette société fragmentée et avec les fractures que nous avons évoquées, l'entreprise, parce qu'elle rassemble, a un rôle à jouer. Ce rôle, il est bien réel, mais encore largement à construire, à explorer, à structurer, à expliciter, même si on voit que le champ est toujours plus large finalement, et que c'est une construction quotidienne faite de petits pas, avec un enjeu plus large qui est sans doute de bâtir un nouveau contrat social d'une entreprise qui soit inclusive et accueillante, et voire réinventer le rôle de l'humain dans l'organisation.
Je voulais vous indiquer que chez Kea, puisqu'on nous sommes convaincus de ce lien entre la performance durable et la vitalité du vivre ensemble, nous avons décidé de lancer un groupe de travail sur le sujet qui donnera lieu à la création d'un fonds de dotation pour animer un collectif d'entreprises sur ce sujet. Donc ce Do Tank verra le jour, sera lancé en début 2026 et nous produirons dans ce cadre-là des recommandations sur des solutions et des actions concrètes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et à rejoindre déjà le premier cercle des entreprises engagées. Voilà, donc sur ce mot-là, on arrive sur la fin de ce webinaire. Je voudrais vous remercier de vous être connectés. Je voudrais adresser un grand merci à nos intervenants. Donc merci beaucoup Caroline Gonin, Vincent Le Cerf, Alice de Puybusque. Alors le cycle ne s'arrête pas là, les webinaires ne sont pas terminés. Donc là, dès demain, un webinaire sur les coalitions, puis un autre sur l'intelligence artificielle et enfin sur la transition écologique. Donc il est encore temps de s'inscrire. Vous avez le programme sous les yeux. Encore un grand merci. Passez une bonne journée et à très bientôt. Merci. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Concilier les tensions économiques, géopolitiques et climatiques. Les solutions des entreprises. Future Up.